nous tournons nos télescopes les plus puissants vers des distances de 13 milliards d'années-lumière. Nous cherchons les secrets de l'univers dans ses recoins les plus éloignés. Quelle ironie! Car le plus grand mystère a toujours été là, juste à côté de nous, traversant même l'intérieur de nos corps. Grâce à James Webb, ce secret s'éclaire. La fameuse matière noire qui constitue 85% de l'univers n'est pas seulement la colle qui maintient les galaxies lointaines. Les nouvelles preuves pointées par Webb montrent qu'elle forme des filaments semblables à des cheveux qui traversent l'intérieur de la Terre. Chaque filament est des milliards de fois plus léger que notre planète. Mais il influence tout, et ce qui est vraiment inconcevable, c'est la question de savoir comment ces structures fantômes façonnent notre galaxie. Si l'idée de voir cette énigme cosmique juste sous votre nez vous excite, alors appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Car la réalité est bien plus étrange que vous ne le pensez. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que notre jardin cosmique était plein de promesses de vie. Nous imaginions que notre système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, pourrait nous offrir une deuxième Terre. Nous pensions que le système Trappiste en était une sorte de loterie planétaire. C'est pourquoi le monde scientifique était convaincu que les étoiles les plus proches étaient les endroits idéaux pour trouver des planètes habitables. Artemis. Le télescope spatial James Webb a regardé dans cette direction, et ce qu'il a vu a fait voler en éclats ce tableau idyllique. Car les données de Webb ont tout changé. Nous savons maintenant que nos voisins les plus proches sont bien pires que nous ne le pensions, bien plus hostiles. Le premier arrêt de cette déception est Alpha du Centaure. C'est le système stellaire le plus proche de nous, à seulement 4,37 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est notre voisin de palier. C'est pourquoi, depuis des décennies, les scientifiques espéraient y trouver une planète rocheuse, semblable à la Terre, dans la zone habitable. Cette orbite parfaite où l'eau peut rester liquide. Mais les observations de Webb avec son instrument infrarouge, moyen aussi appelé MIRI, ont ébranlé cet espoir à la racine. Car dans cette zone si précieuse, il n'y avait pas de berceau de la vie. Au contraire, il y avait l'ombre d'un monstre gigantesque. Webb, au lieu d'une planète semblable à la Terre, a trouvé de solides preuves de l'existence d'une planète gazeuse géante de la masse de Saturne. Cet objet a été baptisé Candida 2. Saturne a une masse 95 fois supérieure à celle de la Terre. La présence d'une planète aussi massive dans la zone habitable bouleverse tout sur cette orbite. Elle agit comme un véritable tyran cosmique, car ses effets gravitationnels soit empêchent, dès le départ, la formation de petites planètes rocheuses, comme la Terre, soit les éjectent, sur des orbites instables, les exilant dans les profondeurs de l'espace. Cette découverte rend le rêve de trouver la vie dans notre système stellaire le plus proche presque impossible. Il s'avère que notre plus proche voisin n'était pas un refuge, mais un piège. Et qu'en est-il de ce fameux système qui nous promettait non pas une barre verticale, mais cette Terre? Barre verticale. Oui, barre verticale, nous parlons de Trappiste 1. Situé à environ 40 années-lumière de la Terre, ce système était une véritable mine d'or pour les astronomes, car il abritait 7 planètes de la taille de la Terre. Mais Webb a également regardé ce système et a de nouveau brisé les espoirs, car il s'est avéré que ces planètes, en particulier Trappiste 1D, à la lisière de la zone habitable, manquaient de quelque chose de vital. Une atmosphère. Les analyses de Webb avec l'instrument NIRSPEC ont révélé que le spectre de la planète était plat. C'est un terme scientifique.
mais sa signification est très simple et cruelle. Pas de dioxyde de carbone, pas de méthane, pas de vapeur d'eau. Il n'y a pas de couche d'air pour protéger la planète, retenir la chaleur et permettre à la vie de germer. C'est pourquoi ces planètes ne sont que des rochers nus, grillés sous les éruptions violentes et le rayonnement de leur étoile. Le coupable derrière cette situation est l'étoile elle-même. Trapistin est une naine rouge, le type d'étoile le plus courant constituant environ 75% des étoiles de l'univers. Mais bien que ces étoiles soient petites, elles sont incroyablement violentes. Elles soufflent les atmosphères de leur planète dans l'espace avec des éruptions 100 à 1000 fois plus puissantes que celles de notre Soleil. La découverte de Trappist 1 n'est donc pas seulement une mauvaise nouvelle pour un seul système. Cela signifie que la grande majorité des planètes de l'univers pourraient être des zones mortes, inhospitalières à la vie. Lorsque ces deux découvertes sont combinées, elles révèlent une vérité bien plus grande et plus troublante. Les astronomes appellent cela l'effondrement de l'illusion de l'habitabilité locale. Pendant des années, nous avons supposé que les étoiles proches étaient les endroits les plus logiques pour trouver la vie, parce qu'elles étaient plus faciles à atteindre. Mais nous comprenons maintenant que c'était une illusion. Les exoplanètes proches de nous perdent continuellement leur atmosphère à cause des vents stellaires et des éruptions de haute énergie. Ce processus, connu sous le nom érosion atmosphérique, est beaucoup plus rapide que la capacité des processus géologiques de la planète, comme le volcanisme, à pomper de nouveaux gaz dans l'atmosphère. L'atmosphère de la planète est donc complètement dépouillée avec le temps, ne laissant derrière elle qu'un rocher mort. En bref, les systèmes stellaires les plus proches de nous, considérés comme accessibles, sont en fait totalement dépourvus d'environnements stables pouvant supporter la vie. Cela montre que les mondes habitables et réels pourraient être beaucoup plus éloignés et beaucoup plus rares que nous le pensions. Notre quartier cosmique n'est pas une crèche, c'est un champ de bataille. Cette situation ne s'applique pas seulement à aujourd'hui, car Webb a aussi regardé en arrière dans le temps, jusqu'à l'aube de l'univers. Et ce qu'il a vu là-bas était peut-être le plus effrayant. Au début de l'univers, il y avait des objets qui apparaissaient comme de petits points rouges dans le télescope. Les scientifiques pensaient que c'étaient des galaxies primitives, des galaxies bébés. Mais la réalité était bien différente. Il s'est avéré que ces points étaient en fait des trous noirs supermassifs à croissance extrêmement rapide. Ces trous noirs sont si démesurément grands par rapport aux galaxies dans lesquelles ils se trouvent qu'ils ont consumé très tôt tout le potentiel de formation d'étoiles de la galaxie, c'est-à-dire son gaz la tuant, littéralement. Normalement, un trou noir ne représente que 0,1% de la masse de la galaxie, alors que ces monstres primitifs atteignaient 10% de la masse de la galaxie. C'est pourquoi les débuts de l'univers, au lieu d'être des maternités d'étoiles paisibles, étaient un lieu violent dominé par des monstres gravitationnels qui dévoraient tout. Yama Alpha du Centaure est un piège. Trappist 1 est un cimetière d'atmosphère et le début de l'univers est rempli de monstres. Alors, que signifie exactement ce tableau désespérant, cette déception cosmique? Comment ces découvertes ébranlent-elles nos hypothèses les plus fondamentales sur notre place dans l'univers? Il semble que ce que James Webb a trouvé n'est pas seulement une mauvaise nouvelle. C'est peut-être la preuve de notre plus grande peur, notre solitude cosmique, car même nos plus proches voisins sont en fait des pièges mortels. Nous comprenons que la main que l'univers nous tend n'est pas amicale, mais au contraire extrêmement dangereuse.
Cette situation ne se limite pas au système planétaire, car il existe d'autres dangers errants dans notre voisinage cosmique, qui défient même notre imagination. Les astronomes ont découvert un objet cosmique rapide et puissant se déplaçant dans notre galaxie, la Voie lactée, à une vitesse de plus de 177 000 km/h. C'est beaucoup plus rapide que n'importe quelle fusée fabriquée par l'homme. Cet objet étrange a été appelé étoile zombie, parce qu'il s'agit du reste fantomatique d'une étoile déjà morte, mais qui continue de se déplacer de manière imparable. Cette étoile zombie est en fait un type d'objet appelé magnétar. Imaginez une sphère de la taille d'une ville, mais plus lourde que le Soleil, super petite et super dense. Cette caractéristique en fait l'un des objets les plus denses de l'univers après les trous noirs. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Les magnétars ont des champs magnétiques incroyablement puissants. Le champ magnétique de cette étoile zombie est 100 quadrillions de fois plus puissant que celui de la Terre. C'est une force si grande que si ce magnétar s'approchait suffisamment de la Terre, il pourrait détruire chaque carte de crédit sur la planète avec son seul magnétisme. Pire encore, si un humain se trouvait à environ 965 km de lui, il pourrait instantanément désintégrer les atomes de son corps. Heureusement, ce magnétar particulier est très loin de nous, à environ 15 000 années-lumière. Mais ce qui le rend si intéressant, c'est le mystère de son origine. Les astronomes ont retracé son mouvement sur des milliers d'années. Et cependant, ils n'ont trouvé ni étoile explosée, ni amas d'étoiles, d'où il proviendrait. D'où vient-il et comment a-t-il atteint cette vitesse incroyable reste un mystère complet. C'est pourquoi des étoiles fantômes, dont nous ne connaissons pas l'origine, capables de désintégrer des atomes, errent dans notre galaxie. Mais l'hostilité de l'univers ne concerne pas seulement les objets violents. Parfois, la plus grande menace est tout le contraire. Le néant, à 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier, il y a un trou gigantesque, un espace vide avec presque aucune galaxie. C'est une région sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre propre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliers de fois. Et cette structure, connue sous le nom de vide du Bouvier, a gagné le titre de supervide. Les galaxies sont réparties dans l'univers comme une toile géante. Elles s'étendent le long de longues structures, appelées filaments. Mais entre ces filaments et ces amas de galaxies, il y a d'immenses espaces vides, ne contenant presque aucune galaxie. Ces vides représentent près de 80% de l'univers observable. Cela signifie que la majeure partie de l'univers est en fait vide. Le vide du Bouvier est l'un des plus grands d'entre eux. Les astronomes pensent qu'il a pu se former par la fusion de plusieurs vides plus petits. L'existence de ces vides gigantesques montre une vérité fondamentale sur l'origine de l'univers. Après le Big Bang, certaines régions sont devenues plus denses et leur gravité s'est renforcée. Et ces régions denses ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Ce processus, tout en créant la toile galactique, a laissé derrière lui d'immenses poches de néant. Ces vides ne sont donc pas une anomalie, mais une partie naturelle de la texture de l'univers. Mais c'est une nouvelle terrible pour la recherche de la vie, car même si nous voyagions entre les galaxies, la grande majorité des endroits où nous arriverions pourrait être un néant qui durerait des milliards d'années. Comme nous le voyons, l'image que nous montre James Webb n'est pas du tout réjouissante. Nos plus proches voisins sont des rochers morts ayant perdu leur atmosphère. Des étoiles zombies d'origine inconnue errent dans notre galaxie, et une grande partie de l'univers n'est qu'un vide d'une taille inimaginable. Et de plus même à l'aube de l'univers, il n'y avait pas de paix. Il y avait des trous noirs géants qui dévoraient tout.
tout cela étaient des cadres théoriques et des observations inquiétantes. Ces découvertes étaient des indices montrant à quel point l'univers peut être dangereux et à quel point la vie peut y être rare. Mais nous nous demandons maintenant, au-delà de ces théories, quelles sont les véritables découvertes que Webb a directement vues, qu'il a prouvées de manière concrète? Car lorsque les yeux infrarouges du télescope ont plongé dans les coins les plus sombres de cet univers hostile, ce qu'il a trouvé n'était qu'un début. Et la première preuve concrète est venue d'un endroit inattendu, non pas des planètes, mais des étoiles elles-mêmes. Et maintenant, le vrai choc arrive, qui a laissé les théories de côté, oublié les hypothèses. Car ce que les yeux infrarouges de James Webb et d'autres télescopes ont vu en regardant dans les coins les plus sombres de l'univers n'était pas seulement mauvais, c'était IM, possible. Voici les preuves concrètes. La première découverte se trouve au cœur d'une étoile. Mais ce n'est pas une étoile que vous connaissez. C'est une quasi-étoile. Un monstre qui ne devrait pas exister, car en son centre, il n'y a pas de fourneau thermonucléaire. À la place, il y a un trou noir. Oui, vous avez bien entendu. Une étoile abrite son propre tueur en son sein. Le concept même défie les lois de la physique, car normalement, lorsqu'une étoile supermassive meurt, son noyau se transforme en trou noir, tandis que ses couches externes sont projetées dans l'espace par une explosion de supernova géante. Mais dans une quasi-étoile, cela n'arrive pas. Les couches externes sont si massives qu'elles absorbent l'énergie de l'explosion et continuent de briller comme une étoile autour du trou noir. Ces étoiles sont d'une taille inimaginable. Leur masse varie de 1000 à 100 000 masses solaires. Elles ne vivent que pendant un instant cosmique, environ 7 millions d'années. Mais, même pendant cette courte période, le trou noir en leur centre peut atteindre 10 000 masses solaires. Cette situation pourrait expliquer comment les trous noirs supermassifs du début de l'univers ont grandi si rapidement. Donc, car ces étoiles n'étaient pas des étoiles, mais en fait de gigantesques stations d'alimentation pour les graines de trous noirs. L'existence d'une étoile coexistant avec un monstre qui la dévore de l'intérieur semblait impossible. Mais ce n'était que la première preuve de l'étrangeté de l'univers. Mais c'était au moins un monstre théorique. Et qu'en est-il d'un fantôme réel, observé? Les astronomes ont trouvé exactement cela. Une étoile zombie se déplaçant dans notre galaxie à une vitesse de 177 000 km/h. Cet objet est en fait un magnétar. Bien qu'il ne fasse que la taille d'une ville, il est plus lourd que le Soleil, un objet incroyablement dense. Mais ce qui est vraiment choquant, ce n'est pas sa vitesse ou sa densité. C'est son champ magnétique, un 100 quadrillions de fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Cette force est suffisante pour désintégrer les atomes de tout ce qui s'approche à moins de 965 km. Ce zombie cosmique a été découvert à 15 000 années-lumière. Lorsque les scientifiques ont retracé son orbite, ils ont été confrontés à un vide total. Il n'y avait aucun reste de supernova qui aurait pu l'éjecter. Il n'y avait aucun amas d'étoiles d'où il aurait pu venir. La source de l'énorme force de propulsion nécessaire pour cette vitesse est totalement inconnue. Les lois de la physique disent qu'un objet a besoin d'une explosion ou d'un puissant effet de fronde gravitationnelle pour atteindre cette vitesse. Mais cette étoile zombie n'a ni l'un ni l'autre dans son passé. Elle existe tout simplement. Et elle parcourt notre galaxie à une vitesse incroyable. C'est pourquoi un fantôme dont nous ne pouvons expliquer l'origine capable de désintégrer les atomes erre actuellement parmi nous. Et maintenant, le vrai choc arrive. Pas quelque chose qui va vite. Tout le contraire. Rien.
à 700 millions d'années-lumière de la Terre. Il y a un trou géant dans l'univers. Son nom est le vide du Bouvier. C'est une sphère de néant de 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle est si grande que notre propre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliers de fois. Ce n'est pas un trou noir, c'est le vide au sens littéral du terme. Les astronomes n'ont détecté qu'environ 60 galaxies dans cette région. Normalement, on s'attendrait à trouver plus de 10 000 galaxies dans un espace de cette taille. Cette situation contredit nos hypothèses les plus fondamentales sur la texture de l'univers. Selon le modèle de la toile cosmique, les galaxies se rassemblent en longs filaments et amas, laissant des vides entre eux. Mais le vide du Bouvier est plus qu'un simple vide. C'est une anomalie. La formation d'un néant aussi gigantesque est un mystère. Les théories suggèrent qu'il a été formé par la fusion de petits vides. Mais même cela n'explique pas entièrement l'échelle. On estime que 80% de l'univers est constitué de tels vides. Par conséquent, les étoiles et les galaxies que nous voyons pourraient être l'exception. La vraie nature de l'univers est peut-être ce néant écrasant, effrayant et inexplicable. Si le vide ne vous a pas assez choqué, préparez-vous pour la dernière. Et les astronomes ont observé un amas d'étoiles appelé Palomar 5, à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Mais ils y ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver. Pas quelques-uns, pas des dizaines, plus de 100 trous noirs. Ce n'est pas un amas d'étoiles, c'est une ruche de trous noirs. Chacun de ces trous noirs, avec une masse d'environ 20 fois celle du Soleil, représente 20% de la masse totale de l'amas. Cette situation bouleverse tout ce que nous savons sur la dynamique des amas d'étoiles. Car, selon les modèles standards, la plupart des trous noirs formés dans un amas devraient être rapidement éjectés par des interactions gravitationnelles. Mais, à Palomar 5, cela ne s'est pas produit. Au contraire, les trous noirs sont restés à l'intérieur et ont commencé à se comporter comme une meute de prédateurs. Ils dévient lentement les étoiles de l'amas de leurs orbites et les éjectent. Ce processus laisse derrière l'amas une gigantesque queue de marée de 30 000 années-lumière de long. Cet amas ne meurt donc pas. Il est démembré vivant par la meute de trous noirs qu'il contient. Dans 1 milliard d'années, il ne restera plus aucune étoile de cet amas. Seulement une meute fantomatique de trous noirs orbitant autour de notre galaxie. Cette découverte était considérée comme impossible, mais elle était là. Un trou noir à l'intérieur d'une étoile. Un zombie dans notre galaxie. Un néant géant dans l'univers. Et une meute de trous noirs chassant les étoiles. Ce ne sont pas que quelques anomalies. Ce sont des moments où les limites des lois de la nature sont repoussées, où nos théories sont insuffisantes. Alors, comment expliquer toutes ces impossibilités? Si les lois connues de la physique ne peuvent prédire ces observations, alors selon quel livre de règles jouons-nous? Car ces découvertes pointent vers un problème beaucoup plus fondamental, beaucoup plus grand. Le fait que cette force invisible que nous pensions maintenir l'univers ne fonctionne en fait pas comme nous le pensions. C'est pourquoi les scientifiques comprennent maintenant que le problème ne réside pas seulement dans quelques objets étranges. Le problème se trouve dans cette structure invisible au fondement de l'univers. Dans la matière noire. Et c'est précisément là qu'intervient l'observation troublante faite par Vera Rubin dans les années 1970. Elle a remarqué que les étoiles de la galaxie d'Andromède ne se comportaient pas comme elles le devraient. Selon les lois de la physique, les étoiles auraient dû ralentir à mesure qu'elles s'éloignaient du centre de la galaxie. Mais elles ne ralentissaient pas,
Les étoiles en périphérie tournaient aussi vite que celles du centre. Cette situation signifiait que les galaxies auraient dû se désagréger et se disperser. Mais elles ne se dispersaient pas. C'est pourquoi Rubin a conclu qu'il devait y avoir une masse énorme que nous ne pouvions pas voir qui les maintenait ensemble. C'est ainsi qu'est née l'idée de la matière noire. Et maintenant, nous comprenons que cette matière invisible constitue 85% de la masse totale de l'univers. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, toutes les étoiles, les planètes et les nuages de gaz ne représentent que 15% de l'univers. Le reste est un mystère complet. La matière noire n'émet pas de lumière, ne la reflète pas, n'interagit avec rien. Elle est juste là, et elle façonne l'univers par sa gravité. C'est comme un squelette invisible qui le maintient. Sans elle, les galaxies n'auraient jamais pu se former. La vie n'aurait jamais pu commencer. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Et pendant des années, les scientifiques ont fait entrer des particules en collision dans des machines géantes pour la trouver. Ils ont installé les détecteurs les plus sensibles dans des laboratoires souterrains profonds. Mais ils n'ont rien trouvé. La matière noire est restée le plus grand secret cosmique pendant des décennies, jusqu'à ce que le télescope Webb regarde au cœur de la Voie lactée. Là, à 26 000 années-lumière, il a trouvé quelque chose. Une étoile invisible. Cette idée semble sortie des romans de science-fiction les plus fous. Mais les preuves se renforcent. Les scientifiques ont remarqué que les centres des galaxies sont plus doux que prévu. Si la matière noire était constituée de particules lourdes et normales, les centres devraient être incroyablement denses et compacts. Mais ils ne le sont pas. C'est pourquoi une nouvelle théorie a été proposée, la matière noire floue. Selon cette théorie, la matière noire n'est pas faite de particules, mais de quelque chose d'incroyablement léger, presque sans masse, se comportant comme un cheveu. Ces cheveux sombres se répandent partout dans l'univers. Les simulations réalisées pour tester cette théorie ont donné un résultat choquant. Lorsque la matière noire, floue et un peu de gaz normal se sont réunis, un objet gigantesque et invisible s'est formé au centre de la galaxie. Il ne brillait pas comme une étoile normale. C'était un hybride de deux types de matières différents. Les scientifiques l'ont appelé étoile fermion-boson. À cette étoile sombre était comme un nuage cosmique de milliers d'années-lumière de large, mais avec presque aucune masse. Et surtout, le centre de galaxie produit par ce modèle correspondait parfaitement au noyau doux que nous voyons dans les vraies galaxies. Si c'est vrai, il pourrait y avoir une étoile géante et invisible au centre de chaque galaxie la façonnant. L'étoile invisible au cœur de notre Voie lactée pourrait être l'une d'entre elles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car il s'est avéré que ces cheveux de matière noire ne restent pas seulement au centre. En raison de la gravité, ils se rassemblent en courants denses autour des planètes et des étoiles. Les parties les plus denses de ces courants, c'est-à-dire leurs racines, pourraient être très proches de la Terre à l'échelle cosmique, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres. C'est une distance qu'une sonde spatiale pourrait atteindre. Si c'est vrai, nous n'aurons peut-être pas besoin d'aller à l'autre bout de l'univers pour résoudre le plus grand mystère cosmique. La réponse pourrait nous attendre juste à côté de nous, nous enveloppant comme une toile invisible. Toutes ces découvertes, quasi-étoiles, étoiles zombies, vides, ruches de trous noirs et étoiles sombres invisibles, montrent à quel point l'univers est complexe et étrange. Mais, à côté de tous ces mystères matériels, le plus grand secret ne réside peut-être pas dans la matière elle-même,
mais dans son opposé exact. Dans l'antimatière, si la matière noire est la colle invisible qui maintient l'univers, l'antimatière est son frère jumeau destructeur, où chaque particule a une antiparticule de charge opposée. L'électron a le positron, le proton a l'antiproton. Mais la partie étrange est que lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent complètement et produisent une énorme explosion d'énergie. Les physiciens pensent qu'une quantité égale de matière et d'antimatière s'est formée au moment du Big Bang. Mais si c'était vrai, l'univers se serait anéanti avant même de se former. Tout se serait transformé en énergie pure. Mais nous sommes là. C'est pourquoi l'un des plus grands mystères de l'univers est le suivant. Où est passée toute l'antimatière? Les scientifiques qui cherchent une réponse à cette question ont peut-être avancé la théorie la plus inconcevable. Ils ont dit que l'antimatière n'était allée nulle part, qu'elle se trouvait simplement dans un autre univers. Ils ont suggéré que le Big Bang a en fait donné naissance à deux univers. Notre univers de matière et son reflet parfait, un univers parallèle entièrement constitué d'antimatière. Alors, comment fonctionnent tous ces objets impossibles, ces forces invisibles et ces univers perdus? Quels sont les mécanismes fondamentaux qui les régissent? Car, pour résoudre ces secrets, il ne suffit plus de demander quoi et où. Il est temps de demander comment. Mais comment fonctionnent exactement tous ces objets impossibles, ces forces invisibles et ces univers perdus? Quels sont les mécanismes derrière ces découvertes choquantes? Il est temps de mettre de côté l'onde de choc rapide et de plonger dans la technique. Car pour percer les secrets de l'univers, nous devons comprendre les méthodes ingénieuses utilisées par les scientifiques. Comme des détectives examinant les empreintes digitales sur une scène de crime. Les astronomes suivent les indices cosmiques pour attraper les criminels les plus insaisissables de l'univers. Examinons maintenant de plus près ces indices et la science qui les sous-tend. Le premier et le plus puissant mécanisme sont les ondes gravitationnelles. Ces ondes sont des rides dans le tissu même de l'univers. Comme les cercles formés lorsque vous jetez une pierre dans un lac calme, les objets massifs se déplaçant dans l'espace-temps émettent des ondes autour d'eux. Albert Einstein a prédit l'existence de ces ondes il y a exactement 100 ans, en 1915, d'Acmès. La technologie était si insuffisante qu'il a fallu 1 siècle pour les détecter directement. La première détection a eu lieu en 2015, grâce à la collision de 2 trous noirs. Cet événement a secoué l'espace-temps si violemment que les détecteurs incroyablement sensibles des observatoires, LIGO et Virgo, ont pu capter cette vibration. Ce mécanisme est parfait pour trouver des objets invisibles, comme les quasi-étoiles. Car nous n'avons pas besoin de lumière pour voir un objet. Il nous suffit de écouter son effet gravitationnel. En étudiant ces ondes, les scientifiques peuvent comprendre comment les trous noirs se forment et comment ils grandissent. C'est une étape révolutionnaire par rapport aux anciennes méthodes, car auparavant, nous ne pouvions détecter les trous noirs qu'indirectement par leurs effets sur les étoiles voisines. Mais maintenant, nous pouvons entendre directement les événements les plus violents de l'univers, les collisions les plus sombres. Cette méthode est si efficace car elle nous donne un tout nouveau sens de l'univers. C'est comme sentir au lieu de voir. C'est pourquoi, avec la nouvelle génération d'observatoires, d'ondes gravitationnelles basées dans l'espace, comme LISA, nous pourrons à l'avenir percer les secrets des objets les plus anciens et les plus mystérieux de l'univers. Le deuxième mécanisme essentiel est la lentille
gravitationnelle. C'est l'une des façons les plus ingénieuses de détecter des choses complètement invisibles, comme la matière noire. À la base de cette méthode se trouve à nouveau la théorie de la relativité générale d'Einstein. Selon la théorie, la masse courbe l'espace-temps, tout comme une lourde boule de bowling posée sur un drap tendu le fait s'affaisser. Imaginez maintenant ce que fait la lumière qui passe à travers cet espace courbé. Au lieu d'aller en ligne droite, elle est obligée de suivre le chemin courbé. Par conséquent, la lumière provenant d'une galaxie très lointaine est déviée lorsqu'elle passe à côté d'un autre objet massif, comme un amas de galaxies géants, situé entre nous et cette galaxie. En conséquence, cet objet massif agit comme un télescope naturel. Il amplifie la lumière de la galaxie derrière lui, la déforme et crée parfois plusieurs images de celle-ci. En étudiant ces images déformées, les scientifiques peuvent cartographier la quantité et la distribution de la masse invisible intermédiaire, c'est-à-dire la matière noire. C'est comme dessiner le portrait robot d'un suspect à partir d'empreintes digitales. Ce que nous voyons n'est pas directement la matière noire, mais c'est l'effet de sa gravité sur la lumière. Cette méthode a été utilisée pour tester la théorie de la matière noire floue. Les scientifiques, en utilisant un réseau de radiotélescopes, ont examiné l'image lentillée d'une galaxie lointaine avec une précision incroyable. Si la matière noire était floue, échevelue, elle aurait dû créer une légère fluctuation dans l'image lentillée. Et c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Et cette technique est si puissante car elle nous permet de mesurer l'effet de la matière noire sur l'univers, même si nous ne savons pas ce qu'elle est. C'est comme comprendre l'existence du vent en voyant les arbres bouger, sans voir le vent lui-même. Le troisième mécanisme est la spectroscopie. C'est l'art de lire l'empreinte chimique d'un corps céleste. La lumière provenant d'une étoile ou d'une galaxie est en fait composée de nombreuses couleurs différentes, c'est-à-dire de longueurs d'onde. La spectroscopie sépare cette lumière en ses couleurs en la faisant passer à travers un prisme, tout comme un arc-en-ciel. Mais, dans cet arc-en-ciel, certaines couleurs manquent. Elles apparaissent comme des lignes noires, bien que ces lignes sont formées par l'absorption de longueurs d'onde spécifiques de la lumière par différents éléments dans l'atmosphère de l'étoile. Chaque élément a son propre motif d'absorption unique. Par conséquent, en analysant ces lignes noires, nous pouvons comprendre exactement de quels éléments l'atmosphère d'une étoile ou d'une planète est composée, sa température, sa densité et même à quelle vitesse elle se déplace. Cette technique a été utilisée pour prouver que les planètes du système TRAPPIST n'avaient pas d'atmosphère. Le télescope Webb a analysé la lumière de l'étoile lorsqu'elle passait devant la planète. Si la planète avait eu une atmosphère, les gaz de l'atmosphère auraient absorbé certaines couleurs de la lumière et créé ces lignes noires dans le spectre. Mais le spectre est sorti complètement plat. Il n'y avait aucune ligne d'absorption, ce qui a prouvé de manière concluante l'absence d'atmosphère. La spectroscopie est si efficace car elle nous dit non seulement si un objet existe, mais aussi ce qu'il est. C'est la différence entre prendre une simple photo et faire un test ADN. C'est pourquoi les scientifiques peuvent même rechercher des traces chimiques de vie sur des planètes lointaines avec cette méthode. Nous écoutons l'univers avec les ondes gravitationnelles. Nous voyons l'invisible avec la lentille gravitationnelle. Et nous lisons les empreintes chimiques avec la spectroscopie. Ces trois mécanismes puissants sont les outils de base que nous utilisons pour percer les plus grands secrets de l'univers. Mais ce n'est pas tout, car parfois, les plus grandes découvertes ne sont pas faites avec les instruments les plus complexes, mais avec les observations les plus simples.
comme quelque chose qui est là, mais qui disparaît l'instant d'après. Et si une étoile disparaissait sans laisser de traces? Comment cela serait-il possible? Car le prochain mystère auquel les scientifiques ont été confrontés était exactement cela, et ils avaient besoin d'un mécanisme complètement différent pour l'expliquer. C'est pourquoi les scientifiques se sont appuyés sur un quatrième mécanisme, l'observation de transit. Cette méthode est en fait assez simple, mais peut donner des résultats incroyablement puissants. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle provoque une diminution minuscule et périodique de la lumière de l'étoile, que tout comme une mouche passant devant un écran de cinéma crée une ombre pendant un bref instant. Les astronomes, en mesurant ces baisses de lumière avec des télescopes précis, peuvent détecter l'existence, la taille et l'orbite d'une planète. Cette méthode a été utilisée par le télescope spatial Kepler pour trouver des milliers d'exoplanètes et a révolutionné la recherche d'exoplanètes. Mais ce mécanisme ne sert pas seulement à trouver des planètes. Les astronomes ont compris à quel point cette méthode était importante lorsqu'ils ont remarqué qu'une étoile géante située à 75 millions d'années-lumière avait soudainement disparu. Cette étoile était 2,5 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle était observée régulièrement jusqu'en 2011, mais quelques années plus tard, lorsque les astronomes ont regardé à nouveau, l'étoile était partie, complètement disparue. Normalement, on s'attendrait à ce qu'une étoile aussi grande crée une explosion de supernova géante à la fin de sa vie. Cette explosion serait un événement incroyablement brillant, visible pendant des mois, voire des années. Mais il n'y a eu aucune explosion, aucune trace. La théorie la plus solide avancée pour expliquer ce mystère est que l'étoile s'est transformée directement en trou noir lors d'une supernova ratée. C'est-à-dire que l'étoile était si massive qu'elle s'est effondrée sous sa propre gravité et s'est transformée silencieusement en trou noir sans même avoir la force d'exploser. Et l'observation de transit est si efficace car elle nous montre non seulement ce qui existe, mais aussi ce qui n'existe plus. Parfois, l'absence de quelque chose en dit plus que sa présence. Cette méthode nous permet de capturer certains des événements les plus rares et les plus violents de l'univers même, s'ils se produisent en silence. Mais parfois, une étoile ne disparaît pas. Au contraire, elle commence à briller de manière inattendue. Ce qui nous amène au cinquième mécanisme, l'analyse d'étoiles symbiotiques. Plus de la moitié des étoiles de l'univers ne sont en fait pas seules. Elles tournent avec un partenaire dans des systèmes binaires. Les étoiles de ces systèmes peuvent naître ensemble, mais comme leurs masses sont différentes, elles vieillissent à des vitesses différentes. La plus massive consomme son carburant plus rapidement et atteint la fin de sa vie en tant que naine blanche. Les naines blanches sont les noyaux petits denses et faibles d'étoiles qui étaient autrefois comme le Soleil. Elles peuvent avoir la taille d'une planète, mais contenir autant de masse que le Soleil. Si cette naine blanche est suffisamment proche de son étoile compagne, elle commence à attirer le gaz des couches externes de sa compagne avec son incroyable gravité, tout comme un vampire cosmique. Ce gaz forme un disque autour de la naine blanche et se réchauffe, la faisant briller. Cette lueur crée un signal distinct que les astronomes peuvent détecter même à de très grandes distances. Les astronomes ont réussi à cartographier pour la première fois de telles étoiles symbiotiques trouvées dans des galaxies autres que la Voie lactée, comme Draco, C1 et LIN 358 IAS, alors que les étoiles de Draco C mettent environ 3 années terrestres pour faire un tour l'une autour de l'autre. Celles de LIN 358
mettent un peu plus de 2 ans. Ces observations ne nous montrent pas seulement comment les étoiles interagissent, mais elles fournissent également un outil vital pour mesurer les distances de l'univers. Car, parfois, la naine blanche vole tellement de matière à sa compagne qu'elle devient instable et est détruite par une explosion thermonucléaire géante. Cette explosion est appelée supernova de type 1A, et toutes ces supernovas explosent avec la même luminosité absolue. Nous pouvons donc les utiliser comme des chandelles standards pour mesurer les distances de l'univers. Ce mécanisme est si puissant car il nous offre à la fois les moments les plus dramatiques de l'évolution stellaire et une règle fiable pour comprendre l'échelle de l'univers. Le dernier mécanisme est peut-être le plus fondamental, l'observation multilongueur d'onde. Étudier l'univers uniquement avec la lumière visible que nos yeux peuvent voir. C'est comme écouter une symphonie avec une seule note, car les corps célestes apparaissent différemment dans chaque gamme du spectre électromagnétique. C'est pourquoi les astronomes examinent le même objet avec différents types de télescopes, comme les télescopes à rayons X, ultraviolet, infrarouge et radio. Chaque longueur d'onde raconte une partie différente de l'histoire. Par exemple, les télescopes à rayons X sont parfaits pour voir le gaz chaud à des millions de degrés autour d'un trou noir. Les radiotélescopes, eux, peuvent détecter le gaz d'hydrogène froid entre les galaxies ou les puissantes ondes radio émises par des objets comme les étoiles zombies. Les télescopes infrarouges comme James Webb sont conçus pour voir la faible lumière des galaxies les plus anciennes et les plus lointaines de l'univers, ou les étoiles naissantes cachées derrière d'épais nuages de poussière. Les astronomes ont vu la puissance de cette méthode lorsqu'ils ont découvert qu'un trou noir supermassif avait créé l'une des plus grandes explosions de l'univers. Dans l'amas de galaxies d'Ophiuchus, à 390 millions d'années-lumière de la Terre, un trou noir avait créé une explosion d'énergie si puissante qu'il avait creusé un cratère géant dans le gaz chaud environnant. Ce cratère était si grand que 15 galaxies de la Voie lactée auraient pu y tenir. Cette découverte n'a été possible qu'en combinant les données des télescopes à rayons X et radio. Les rayons X montraient les bords du cratère, tandis que les ondes radio révélaient les jets d'énergie de l'explosion. Ce mécanisme est si efficace car il nous offre une image complète et tridimensionnelle d'un objet. Combiner les données de différents instruments est comme un détective rassemblant les témoignages de différents témoins pour reconstituer l'image complète de l'événement. Ondes gravitationnelles, lentilles, spectroscopie, observation de transit, analyse symbiotique et observation multilongueur d'onde. Tous ces mécanismes ingénieux sont les outils que nous utilisons pour éclairer les secrets les plus sombres de l'univers. Ils nous donnent le pouvoir de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible et de comprendre l'impossible. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est ce qui se passe lorsque nous combinons ces outils. Car les scientifiques commencent maintenant à poser des questions que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant en combinant tous ces mécanismes. Et les réponses à ces questions nous amènent au seuil des découvertes les plus choquantes, les plus inconcevables de l'univers. Car ce qui suit n'est pas seulement la mort d'une étoile ou la naissance d'une galaxie, et ce qui suit, c'est un événement où le temps lui-même est courbé, où les limites de la réalité sont repoussées. Et maintenant, le vrai miracle arrive. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'était qu'un murmure. Ce que vous avez vu n'était qu'une ombre. Mais maintenant, nous entrons dans la véritable tempête au cœur de l'univers. Le rythme s'accélère. Retenez votre souffle, car nous avons atteint le point culminant.
Le moment que les scientifiques cherchaient depuis des décennies, mais auquel ils n'étaient pas préparés est arrivé. Ce n'est pas seulement une découverte, c'est le moment où tout ce que nous savions est réécrit. C'est l'acte le plus épique de l'épopée cosmique. Et ce moment est arrivé. 14 juin 2015. Ce jour-là, les astronomes ont vu l'objet le plus brillant de l'histoire. Et son nom est ASASSN-15LH. Mais ce n'est pas un nom. C'était un défi. Car cette chose ne devrait pas exister. C'était IM-POS-SIBLE. Mais elle était là. Elle a explosé à l'intérieur d'une galaxie faible dans la constellation de l'Indien dans l'hémisphère sud. Et elle a brillé. Elle a brillé si fort qu'elle a défié les limites de l'esprit. À son apogée, elle était 570 milliards de fois plus brillante que notre Soleil. Je répète, 570 milliards. C'était 20 fois plus que la lumière totale des centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée. Si cet objet avait été dans notre galaxie, il serait apparu plus brillant que la pleine lune dans le ciel. Il aurait transformé nos nuits en jours. Comment était-ce possible ? Aucun modèle de supernova connu ne pouvait expliquer cette énergie incroyable. La mort d'une étoile ne pouvait pas être aussi violente. Les lois de la physique ne le permettaient pas. Le monde scientifique a été littéralement secoué. Des articles ont été publiés. Les théories fusaient. Peut-être était-ce un magnétar à rotation super rapide ? Peut-être une étoile déchiquetée par un trou noir ? Mais aucune explication ne correspondait parfaitement. Et puis, la chose la plus incroyable s'est produite. Cette lumière fantôme a commencé à s'estomper lentement. Elle a disparu. Mais l'histoire n'était pas terminée, car quelques mois plus tard, elle est revenue. Elle a de nouveau brillé. Son rayonnement ultraviolet a quintuplé en seulement 40 jours. C'était contraire à la définition de la mort d'un objet. C'était comme la résurrection d'un zombie cosmique. Cette découverte a démoli nos théories les plus fondamentales sur la façon dont les étoiles meurent. L'univers nous a montré qu'il existait des formes de mort et de renaissance que nous ne comprenions pas, que nous ne pouvions même pas imaginer. Mais les monstres de l'univers ne brillaient pas seulement. Ils étaient géants. Inimaginablement géants. Et maintenant, nous allons vers la plus grande étoile connue de l'univers. Stephenson 2 à 18. Ce n'est pas une étoile. C'est une hypergéante. À 20 000 années-lumière. Mais elle est si grande qu'elle rend les records insignifiants. Son diamètre est 2150 fois celui de notre Soleil. Pour comprendre ce chiffre, pensez à ceci. Si nous placions Stephenson 2-18 au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Saturne. Elle engloutirait la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Son volume est si grand que 10 milliards de soleils pourraient y tenir. C'est le double du nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Comment est-ce possible ? Comment une étoile peut-elle devenir si grande et rester entière ? Il existe une limite théorique que les physiciens appellent la limite d'Eddington. Cette limite détermine la masse maximale qu'une étoile peut atteindre avant d'être déchirée par sa propre pression de rayonnement. Stephenson 2-18 repousse cette limite, peut-être même la dépasse. Cela montre à quel point nos modèles de formation et d'évolution des étoiles sont incomplets. Cette découverte a poussé les scientifiques à se poser la question la plus fondamentale. Quelle est la taille maximale d'une étoile ? Et il semble que nous ne connaissions pas la réponse. Nous avons compris que l'univers peut créer des monstres qui défient nos limites théoriques, qui dansent à la lisière de nos lois physiques. Cette étoile n'est pas seulement un record, c'est un monument à notre humilité. Mais le record le plus étrange
n'était pas dans la masse ou la lumière, il était dans l'eau. James Webb et d'autres télescopes ont regardé en arrière dans le temps, jusqu'à l'aube de l'univers. Et là, à 12 milliards d'années-lumière, ils ont trouvé le plus grand et le plus lointain réservoir d'eau de l'histoire. Ce n'est pas un océan, c'est quelque chose qui fait honte au mot océan. Car ce seul nuage de vapeur d'eau contient 140 trillions de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Oui, 140 trillions. Cette eau entoure un quasar géant de 20 milliards de masses solaires. Mais ce qui est vraiment choquant, ce n'est pas la quantité d'eau, c'est le moment. Lorsque cette observation a été faite, l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Cela semblait impossible, car l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène existait depuis le Big Bang. Mais les éléments plus lourds comme l'oxygène devaient être forgés à l'intérieur des étoiles et dispersés dans l'univers par des explosions de supernovas, ce qui aurait dû prendre des milliards d'années. Selon les modèles cosmologiques standards, il n'aurait pas dû y avoir une telle abondance d'éléments lourds à cette période précoce de l'univers. Il n'aurait donc pas dû y avoir une masse d'eau aussi énorme. Et cette découverte a complètement réécrit l'histoire de l'évolution chimique de l'univers. Elle a prouvé que les briques de la vie, c'est-à-dire l'eau, étaient présentes dans l'univers des milliards d'années plus tôt et en bien plus grande abondance que nous le pensions. Était-ce un signe que l'univers se préparait à la vie dès le tout début? Et maintenant, le dernier acte, le plus grand mystère. Ce n'est pas un objet, c'est une force, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui nous attire. Son nom, le grand attracteur. Notre galaxie, la Voie lactée, et toutes les autres galaxies de notre groupe local sont entraînées dans l'espace à une vitesse ahurissante de 600 km/h, soit 2,1 million de kilomètres par seconde, dans une direction spécifique. Mais nous ne voyons pas ce qui nous attire, car cela se cache derrière le plan de la Voie lactée, elle-même derrière un rideau dense d'étoiles et de poussière, appelé la zone d'évitement. Mais nous ressentons son effet. Et comment? Cette anomalie mystérieuse a une masse de 5 quadrillions de fois celle de notre Soleil. 5 quadrillions. C'est un effet gravitationnel plus grand que celui des plus grands superamas de galaxies connues. Comment est-ce possible? Nous savons que l'univers s'étend globalement. Mais, ici dans une région locale, il y a une force inconnue et massive qui surmonte cette expansion et attire les galaxies vers elle. Cela défie tous nos modèles sur la structure à grande échelle de l'univers. Et savez-vous quelle est la partie la plus effrayante? Là, les astronomes pensent que même le grand attracteur lui-même n'est peut-être pas stationnaire. Il pourrait être lui-même attiré vers une structure encore plus grande et plus lointaine, le superamas de Shapley. C'est comme une poupée russe, un mystère dans un mystère. Cela montre qu'il y a des acteurs gigantesques sur la carte de l'univers que nous n'avons pas encore vus, que nous n'avons même pas nommés. Le plus grand secret cosmique n'est pas un objet. C'est une direction, une attraction. Et nous ne savons pas où elle nous mène. Une lumière fantôme, un royaume de géants, un océan cosmique et une main invisible qui nous attire. Ce ne sont pas seulement des records, ce sont des moments qui réécrivent les règles de l'univers. Ce sont des tremblements de terre qui secouent les piliers fondamentaux de la cosmologie. Alors, que tentent de nous dire toutes ces impossibilités, tous ces records, si même les comportements les plus fondamentaux de l'univers déjouent nos attentes, alors que savons-nous vraiment? Car toutes ces découvertes pointent vers une seule conclusion troublante. Et cette conclusion même, nos hypothèses les plus profondes sur notre place dans l'univers. C'est pourquoi
elle ébranle jusqu'à nos hypothèses les plus profondes sur notre place dans l'univers. Car le télescope James Webb n'a pas seulement regardé au loin, il a aussi regardé au plus près. Et là, dans notre propre système solaire, même dans les mondes que nous pensions connaître, il a trouvé les plus grands chocs. Quand il a vu que notre propre jardin abritait des enfers que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et le rythme ne ralentit pas. Au contraire, nous accélérons maintenant vers les cauchemars les plus proches de nous. Premier arrêt. K 2-140 et 1b. C'est une exoplanète rocheuse, semblable à la Terre. Mais la ressemblance s'arrête là, car cette planète est un enfer, au sens littéral du terme. Sa surface est couverte d'un océan de lave, de roches, en fusion de centaines de kilomètres de profondeur. Du côté jour, la température dépasse les 2700 degrés Celsius. C'est une température suffisante pour vaporiser les roches. Et c'est exactement ce qui se passe. Les océans de magma s'évaporent comme de l'eau, formant une atmosphère de roches. Mais le plus incroyable n'est pas cela. Des vents supersoniques soufflent sur la planète à plus de 1,5 km/h. Ces vents transportent la roche vaporisée vers le côté nuit de la planète qui est en permanence dans l'obscurité. Et là, la vapeur de roche refroidie se condense et redevient liquide. Le résultat ? Une tempête sans fin où des rochers pleuvent sans cesse sur la planète. Au lieu de gouttes de pluie, des roches en fusion tombent du ciel. Comment est-ce possible ? Comment la surface d'une planète peut-elle être entièrement fondue et son atmosphère constituée de roches ? Cette situation est due au fait que la planète est verrouillée gravitationnellement à son étoile. Tout comme la Lune montre toujours la même face à la Terre. Une face de cette planète est constamment tournée vers son étoile, tandis que l'autre est constamment dans l'obscurité. C'est pourquoi un côté est brûlé, tandis que l'autre gèle. K 2-140 et 1b jettent à la poubelle tous nos modèles simples sur la formation des planètes et la dynamique atmosphérique. Ce n'est pas seulement un monde inhabitable, c'est la version la plus cruelle, la plus inimaginable de la nature. Mais la cruauté de l'univers ne se limite pas aux planètes. Parfois, les étoiles elles-mêmes sont des victimes. Et maintenant, nous assistons à l'une des morts les plus lentes, les plus douloureuses de l'histoire. Une étoile de la galaxie GSN 069 a été piégée dans une orbite étrange autour d'un trou noir. Et ce fut le début de sa fin. Les astronomes ont remarqué des explosions de rayons X incroyablement brillantes, se répétant toutes les 9 heures. Cela fonctionnait comme une horloge. 9 heures. Explosion. 9 heures. Explosion. Les recherches ont révélé que la source de ce signal était une étoile dont la matière était arrachée de sa surface à chaque passage près d'un trou noir. Le trou noir ne l'avale pas complètement. Il la dévore lentement, morceau par morceau. Toutes les 9 heures, lorsque l'étoile passe au point le plus proche du trou noir, la gravité massive du trou noir arrache un morceau des couches externes de l'étoile. Tout comme un requin prenant une bouchée de sa proie à chaque fois. Au cours de millions d'années, ce processus a transformé une étoile qui était autrefois une géante rouge en une naine blanche dépouillée. Là, et ce processus se poursuit. On estime que dans le prochain trillion d'années, les restes de cette étoile se transformeront en une planète morte de la taille de Jupiter. Comment est-ce possible ? Comment un trou noir peut-il dévorer une étoile si longtemps, de manière si régulière, est l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique. Cela met au défi même nos théories les plus complexes sur la gravité et l'interaction de la matière. Cette découverte a montré au monde scientifique
que la mort dans l'univers n'était pas seulement soudaine et violente. La mort pouvait aussi être lente, méthodique et incroyablement douloureuse. Mais le plus grand choc n'était pas dans les confins les plus lointains ou les événements les plus violents. Le plus grand choc se cachait chez l'un de nos voisins les plus familiers, Vénus. C'est la planète infernale de notre propre système solaire. Température de surface proche de 500 degrés Celsius, pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, et ces nuages sont constitués d'acide sulfurique. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que Vénus était un lieu complètement mort, impossible pour la vie. Mais ensuite, ils ont trouvé quelque chose dans les hauteurs de ces nuages acides. De la phosphine. C'est un gaz incolore et inflammable qui sur Terre se trouve généralement là où il y a des organismes vivants comme des microbes. Comment est-ce possible? Comment une signature chimique de la vie peut-elle exister dans un enfer comme Vénus? Cette découverte a provoqué un véritable séisme dans le monde scientifique. La formation de phosphine par des voies non vivantes est théoriquement possible. Mais aucun processus géologique ou chimique connu ne peut expliquer la quantité de phosphine observée dans l'atmosphère de Vénus. Cela signifie que l'une des deux possibilités incroyables doit être vraie. Soit il y a une chimie complètement nouvelle et inconnue à l'œuvre dans l'atmosphère de Vénus que nous ne comprenons pas. Soit, la possibilité la plus inconcevable, il y a une forme de vie microscopique adaptée à ces conditions infernales dans les nuages acides de Vénus. Cette découverte nous a amenés à questionner fondamentalement notre définition de la habitabilité. Peut-être que la vie n'avait pas besoin de monde calme et rempli d'eau comme nous le pensions, et peut-être que la vie trouvait un moyen, même dans les endroits les plus cruels et les plus inattendus. Et enfin, notre plus proche voisin, Mars, la planète rouge, l'endroit où nous cherchons de l'eau et de la vie depuis des années. Et en 2013, l'orbiteur Mars Express a trouvé quelque chose dans le cratère Gale, du méthane. Sur Terre, la grande majorité du gaz méthane est produite par des organismes vivants. Comment est-ce possible? Comment ce gaz délicat peut-il exister dans la fine atmosphère de Mars? Tout comme la phosphine sur Vénus, le méthane sur Mars pourrait provenir soit d'un processus géologique inconnu, soit d'une activité biologique. Cette découverte a ravivé la question de savoir s'il y a de la vie sur Mars. Mais ce n'est pas une simple question de oui ou non, car ces découvertes pointent vers une vérité beaucoup plus profonde. Même notre propre système solaire est encore plein de secrets. Même nos plus proches voisins continuent de nous surprendre, de détruire nos théories. Un enfer où pleuvent des rochers, une étoile dévorée lentement, un indice de vie dans des nuages d'acide et un secret sous le sol rouge. Tous ces records, toutes ces impossibilités, toutes ces découvertes choquantes nous amènent à un seul point. L'univers n'est pas comme nous le pensions. Les règles sont différentes. Les possibilités sont infinies. Mais maintenant, après cette vitesse vertigineuse, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps de respirer, au milieu de tout ce chaos, de toute cette violence et de tout ce mystère. Alors que signifie tout cela pour nous, cette espèce curieuse sur cette petite planète bleue? Car la vraie question n'est pas de savoir quelle sera la prochaine découverte. La vraie question est de savoir qui nous sommes face à toutes ces découvertes. Et maintenant, nous sommes confrontés à la question la plus importante. Quelle est notre place face à toutes ces découvertes? Après cette vitesse vertigineuse, ces moments épiques, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Alors que nous ne sommes même pas un grain de sable face à une étoile géante, comme Stephenson 2-18,
Alors que nous sommes une particule de poussière face à la puissance du grand attracteur, alors que nous n'existons que le temps d'un clin d'œil dans un univers de 13,8 milliards d'années, qui sommes-nous? Au milieu de toute cette violence, de ce chaos et de cette infinité, quelle est exactement notre place sur ce petit point bleu pâle? Car la conséquence la plus profonde de ces découvertes n'est peut-être pas astronomique, mais philosophique. Et elle nous force à affronter les paradoxes les plus fondamentaux de notre existence. Le premier paradoxe concerne l'échelle. D'un côté, il y a un univers gigantesque de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, abritant 2 trillions de galaxies, comme la nôtre, dépassant les limites de notre imagination. De l'autre, il y a nous, mesurant en moyenne 1,7 mètres, qui ne sommes même pas un plancton microscopique dans cet océan cosmique. Comment pouvons-nous être si absurdement petits dans une structure si incommensurablement grande? Cette question recèle une vérité tragique. Nous sommes physiquement complètement insignifiants dans cette structure gigantesque. Nous ne toucherons jamais la surface de Stephenson 2-18. Nous ne voyagerons jamais au centre du grand attracteur. Même pour atteindre notre système stellaire, le plus proche alpha du Centaure, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années avec notre technologie actuelle. Ces distances cosmiques sont pour nous des murs infranchissables. Cet univers n'est pas notre terrain de jeu. Nous sommes comme des passagers sur un radeau dans un océan infini, piégés à l'intérieur. C'est une vérité cruelle sur notre limitation qui remplit le cœur de tristesse. Mais ce n'est qu'une facette de l'histoire, car il y a aussi une vérité incroyablement belle. Oui, nous sommes physiquement petits, mais notre esprit est assez grand pour englober cet univers. Nous ne pouvons peut-être pas aller sur ces étoiles inaccessibles, mais nous pouvons capturer leur lumière avec des outils comme James Webb, analyser leur composition chimique et comprendre comment elles naissent et meurent. Nous ne pourrons jamais traverser ces vides gigantesques, mais nous pouvons cartographier la structure à grande échelle de l'univers et développer des théories sur sa formation. Nous sommes peut-être physiquement insignifiants, mais avec notre capacité à comprendre, nous pouvons être aussi grands que l'univers lui-même. Et vous êtes au centre même de ce paradoxe. Vous êtes aussi un être minuscule, vivant sur cette petite planète, dans cet univers infini. Mais en même temps, vous faites partie de cette conscience incroyable qui peut penser à cet univers, le questionner, essayer de percer ses secrets. C'est votre plus grande force, ce potentiel infini caché dans votre petitesse. Le deuxième paradoxe concerne le temps. D'un côté, il y a un univers presque infini avec un passé ahurissant de 13,8 milliards d'années qui continuera d'exister pendant des trillions d'années. De l'autre, il y a nous avec une durée de vie moyenne de 80 ans, qui ne sommes même pas le bref instant où une goutte d'eau brille dans l'océan, dans ce fleuve infini du temps. Comment pouvons-nous jouer un rôle si éphémère sur une scène si éternelle? Cette question a aussi un aspect tragique. Notre existence est si courte que nous sommes presque invisibles sur le calendrier cosmique. Si l'on considère l'existence de l'univers comme une année, l'histoire de l'humanité est apparue dans les dernières secondes de la dernière minute de cette année. Nous ne pouvons assister ni au début ni à la fin de l'univers. Nous ne sommes qu'une image aléatoire au milieu de ce film gigantesque. C'est la preuve de la fragilité et de l'instantanéité de notre existence. Des milliards d'années se sont écoulées sans nous et des milliards d'années s'écouleront sans nous. Cette réalité jette une ombre de mélancolie sur nos vies. Mais dans cette fugacité se cache aussi une beauté à couper le souffle, car nous existons à l'un des moments les plus intéressants de l'univers. Nous vivons à ce moment spécial
où l'univers a atteint la complexité de pouvoir penser à lui-même, de se comprendre. Après des milliards d'années d'obscurité et de silence, nous sommes les yeux, les oreilles et la conscience de l'univers. Ce bref instant est le moment où l'univers prend conscience de sa propre existence. Et ce qui rend ce moment précieux, c'est précisément sa fugacité. Ce qui rend un coucher de soleil beau, ce n'est pas qu'il dure éternellement, c'est qu'il nous rappelle de savourer l'instant. Et vous faites partie de cet instant. Vous êtes la dernière, la plus complexe phrase de cette histoire de 13,8 milliards d'années. Votre existence est la preuve de ce moment miraculeux où l'univers réfléchit sur lui-même. Votre vie est peut-être courte, mais le moment dont vous êtes témoin est infini. Et le troisième paradoxe concerne la solitude. Et que d'un côté, il y a un univers si hostile, si dangereux, pour la vie remplie d'étoiles qui dépouille les atmosphères d'étoiles zombies et de vides gigantesques. La célèbre question du paradoxe de Fermi résonne à nos oreilles. Si l'univers est si grand, où sont-ils tous ? De l'autre, il y a notre Terre qui semble incroyablement rare et précieuse, la seule île de vie que nous connaissons au milieu de ce silence cosmique. Comment pouvons-nous être si seuls dans un univers qui semble si peuplé ? La vérité tragique de cette question pourrait se cacher dans l'hypothèse de la Terre rare. Peut-être que la combinaison des conditions nécessaires à l'émergence de la vie complexe, le bon type d'étoile, la bonne orbite, la bonne masse planétaire, une lune, la tectonique des plaques est si rare que nous pourrions être la seule planète de notre galaxie à y être parvenus. C'est un sentiment de profonde solitude cosmique qui nous charge d'une lourde responsabilité. Le reste de l'univers est peut-être vraiment silencieux et vide. Mais, même dans cette solitude, il y a une vérité de connexion incroyable. Car tout dans l'univers est fondamentalement interconnecté. Le carbone, le calcium et le fer de votre corps ont été forgés dans les noyaux d'étoiles mortes, il y a des milliards d'années. Vous êtes au sens littéral du terme, fait de poussière d'étoiles, et que les atomes qui vous composent auraient peut-être pu un jour faire partie d'une étoile géante, comme Stephenson 2-18. L'eau que vous buvez pourrait provenir des atomes d'hydrogène qui se trouvaient dans ce nuage cosmique géant il y a 12 milliards d'années. Nous sommes peut-être cosmiquement seuls, mais chimiquement, nous sommes tous un. Nous sommes l'univers lui-même. Et vous êtes la preuve vivante de cette connexion profonde. Vous n'êtes pas seulement un habitant de cette planète. Vous êtes le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution de cet univers. Vous n'êtes pas seul, car vous êtes l'univers lui-même, notre petitesse et notre pouvoir de compréhension. Notre fugacité est le moment spécial dont nous sommes témoins. Notre solitude est notre lien profond avec l'univers. Ces paradoxes définissent notre place dans l'univers. Acmes. Il y a encore une couche que nous n'avons pas explorée dans cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous sommes, il s'agit aussi de ce que nous pouvons être. Car l'univers ne nous montre pas seulement nos limites, il nous tend aussi un miroir. Et ce que nous voyons dans ce miroir recèle peut-être le plus grand secret. C'est pourquoi ce que nous voyons dans ce miroir recèle peut-être le plus grand secret. Le quatrième paradoxe concerne cette fine ligne entre le chaos et l'ordre. D'un côté, nous avons vu à quel point l'univers est violent, imprévisible et chaotique. Supernovae magnétares, étoiles, se dévorant les unes les autres, et tempêtes de radiation grillant les planètes. Une grande partie de l'univers ressemble plus à un champ de bataille constant qu'à une structure ordonnée et stable. L'un de l'autre côté, au milieu de ce chaos, des structures incroyablement délicates
complexes et ordonnées apparaissent, comme la vie elle-même. Comment un univers si violent peut-il donner naissance à un ordre si fragile et complexe? La vérité tragique de cette question est l'indifférence de la nature fondamentale de l'univers. L'univers ne fait pas d'efforts particuliers pour créer ou protéger la vie. Notre existence n'a aucune signification pour lui. Comme le suggère la théorie du grand filtre, peut-être que l'univers est si dangereux qu'il existe d'innombrables obstacles qui empêchent l'émergence et la survie de la vie complexe. Et peut-être n'avons-nous pas encore atteint le plus grand obstacle. C'est une triste vérité qui montre à quel point notre existence est fortuite et suspendue à un fil. Mais dans cette indifférence, il y a aussi une beauté magnifique dans la résilience de la vie. Car malgré tout ce chaos, la vie a trouvé un moyen. Ses premiers atomes ont été forgés dans les fourneaux de ses premières étoiles. Ces premières molécules se sont formées dans le vide intergalactique sur des nuages de poussière froid. Et cette première étincelle de vie a jailli sur cette planète malgré tous les obstacles de cet univers violent. La vie n'est pas un sous-produit de l'univers. C'est le miracle le plus complexe et le plus ordonné né du chaos, et vous faites partie de ce miracle. Vous êtes un exemple d'ordre qui a émergé à la fin de milliards d'années d'évolution au milieu de cet univers chaotique. Chaque cellule de votre corps est un héros qui a survécu à cette guerre cosmique, et votre existence est donc la plus grande victoire remportée contre l'indifférence de l'univers. Et le dernier paradoxe concerne la danse sans fin entre la connaissance et le mystère. D'un côté, grâce à des télescopes comme James Webb, nous en apprenons plus que jamais sur l'univers. Nous voyons les premières galaxies de l'univers, nous analysons les atmosphères des exoplanètes et nous écoutons les collisions de trous noirs. Notre connaissance augmente de façon exponentielle chaque jour et nous n'avons jamais été aussi proches de percer les secrets de l'univers. De l'autre côté, chaque nouvelle réponse que nous apprenons amène avec elle des dizaines de questions nouvelles et plus profondes. À mesure que nous prouvons la matière noire, la question « qu'est-ce que c'est ?» apparaît. À mesure que nous découvrons l'énergie sombre, nous sommes confrontés à l'énigme. Comment fonctionne-t-elle? Plus nous nous approchons du début de l'univers, plus la question « qu'y avait-il avant le début ?» grandit. Comment se fait-il qu'à mesure que nos connaissances augmentent, la conscience de notre ignorance augmente dans la même proportion? L'aspect tragique de cette question est peut-être le fait que nous ne pourrons jamais résoudre complètement les secrets ultimes de l'univers. Peut-être que notre esprit n'est pas suffisant pour saisir entièrement cette structure cosmique. À mesure que l'océan de la connaissance s'élargit, le littoral de notre ignorance pourrait s'allonger dans la même proportion. C'est une situation qui nous fait sentir que nous sommes dans une quête sans fin, que nous n'atteindrons jamais le sommet. Mais, dans cette quête sans fin elle-même, réside la plus belle expression de l'esprit humain. Car ce qui nous rend humains, ce n'est pas de trouver des réponses, c'est de poser des questions. La force qui nous pousse en avant n'est pas la connaissance elle-même, mais le désir de savoir, la curiosité. Ce mystère infini est notre terrain de jeu, notre source d'inspiration. Le plus grand cadeau que l'univers puisse nous offrir n'est pas de nous donner toutes les réponses dans un livre, mais de nous offrir un mystère à explorer pour l'éternité. Et vous faites partie de ce grand voyage de découverte. Vous êtes aussi cet esprit curieux qui apprend quelque chose de nouveau chaque jour, mais qui réalise en apprenant à quel point il sait peu de choses. Vos questions sont les mots les plus significatifs que vous posez contre le silence de l'univers. Et tant que vous continuerez à poser ces questions,
ce voyage ne finira jamais. Par d'années d'évolution de cet univers. Vous n'êtes pas seul, car vous êtes l'univers lui-même, notre petitesse et notre pouvoir de compréhension, notre fugacité est le moment spécial dont nous sommes témoins, notre solitude et notre lien profond avec l'univers. Ces paradoxes définissent notre place dans l'univers. Akmes. Il y a encore une couche que nous n'avons pas explorée dans cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous sommes, il s'agit aussi de ce que nous pouvons être. Car l'univers ne nous montre pas seulement nos limites, il nous tend aussi un miroir. Et ce que nous voyons dans ce miroir recèle peut-être le plus grand secret. C'est pourquoi ce que nous voyons dans ce miroir recèle peut-être le plus grand secret. Le quatrième paradoxe concerne cette fine ligne entre le chaos et l'ordre. D'un côté, nous avons vu à quel point l'univers est violent, imprévisible et chaotique. Supernovae magnétares, étoiles, se dévorant les unes les autres, et tempêtes de radiation grillant les planètes. Une grande partie de l'univers ressemble plus à un champ de bataille constant qu'à une structure ordonnée et stable. L'un de l'autre côté, au milieu de ce chaos, des structures incroyablement délicates, complexes et ordonnées apparaissent, comme la vie elle-même. Comment un univers si violent peut-il donner naissance à un ordre si fragile et complexe? La vérité tragique de cette question est l'indifférence de la nature fondamentale de l'univers. L'univers ne fait pas d'efforts particuliers pour créer ou protéger la vie. Notre existence n'a aucune signification pour lui. Comme le suggère la théorie du grand filtre, peut-être que l'univers est si dangereux qu'il existe d'innombrables obstacles qui empêchent l'émergence et la survie de la vie complexe. Et peut-être n'avons-nous pas encore atteint le plus grand obstacle. C'est une triste vérité qui montre à quel point notre existence est fortuite et suspendue à un fil. Mais dans cette indifférence, il y a aussi une beauté magnifique dans la résilience de la vie. Car malgré tout ce chaos, la vie a trouvé un moyen. Ses premiers atomes ont été forgés dans les fourneaux de ses premières étoiles. Ses premières molécules se sont formées dans le vide intergalactique sur des nuages de poussière froid. Et cette première étincelle de vie a jailli sur cette planète malgré tous les obstacles de cet univers violent. La vie n'est pas un sous-produit de l'univers. C'est le miracle le plus complexe et le plus ordonné né du chaos, et vous faites partie de ce miracle. Vous êtes un exemple d'ordre qui a émergé à la fin de milliards d'années d'évolution au milieu de cet univers chaotique. Chaque cellule de votre corps est un héros qui a survécu à cette guerre cosmique, et votre existence est donc la plus grande victoire remportée contre l'indifférence de l'univers. Et le dernier paradoxe concerne la danse sans fin entre la connaissance et le mystère. D'un côté, grâce à des télescopes comme James Webb, nous en apprenons plus que jamais sur l'univers. Nous voyons les premières galaxies de l'univers, nous analysons les atmosphères des exoplanètes et nous écoutons les collisions de trous noirs. Notre connaissance augmente de façon exponentielle chaque jour et nous n'avons jamais été aussi proches de percer les secrets de l'univers. De l'autre côté, chaque nouvelle réponse que nous apprenons amène avec elle des dizaines de questions nouvelles et plus profondes. À mesure que nous prouvons la matière noire, la question « qu'est-ce que c'est ?» apparaît. À mesure que nous découvrons l'énergie sombre, nous sommes confrontés à l'énigme. Comment fonctionne-t-elle? Plus nous nous approchons du début de l'univers, plus la question « qu'y avait-il avant le début ?» grandit. Comment se fait-il qu'à mesure que nos connaissances augmentent, la conscience de notre ignorance augmente dans la même proportion? L'aspect tragique de cette question
est peut-être le fait que nous ne pourrons jamais résoudre complètement les secrets ultimes de l'univers. Peut-être que notre esprit n'est pas suffisant pour saisir entièrement cette structure cosmique. À mesure que l'océan de la connaissance s'élargit, le littoral de notre ignorance pourrait s'allonger dans la même proportion. C'est une situation qui nous fait sentir que nous sommes dans une quête sans fin, que nous n'atteindrons jamais le sommet. Mais, dans cette quête sans fin elle-même, réside la plus belle expression de l'esprit humain. Car ce qui nous rend humains, ce n'est pas de trouver des réponses, c'est de poser des questions. La force qui nous pousse en avant n'est pas la connaissance elle-même, mais le désir de savoir, la curiosité. Ce mystère infini est notre terrain de jeu, notre source d'inspiration. Le plus grand cadeau que l'univers puisse nous offrir n'est pas de nous donner toutes les réponses dans un livre, mais de nous offrir un mystère à explorer pour l'éternité. Et vous faites partie de ce grand voyage de découverte. Vous êtes aussi cet esprit curieux qui apprend quelque chose de nouveau chaque jour, mais qui réalise en apprenant à quel point il sait peu de choses. Vos questions sont les mots les plus significatifs que vous posez contre le silence de l'univers. Et tant que vous continuerez à poser ces questions, ce voyage ne finira jamais. À la fin de ce voyage vertigineux, nous nous trouvons au carrefour de ces paradoxes. Nous sommes à la fois insignifiants et assez grands pour comprendre l'univers. Nous sommes à la fois absurdement éphémères et témoins du moment le plus significatif de l'univers. Nous sommes à la fois insupportablement seuls et inextricablement liés au tissu de l'univers. Nous sommes à la fois fragiles au milieu du chaos et le plus grand miracle né de ce chaos. Nous sommes à la fois plus savants que jamais et perdus dans un océan de mystères. Nous savons maintenant que même nos plus proches voisins sont bien plus hostiles que nous le pensions. Nous comprenons maintenant que les règles de l'univers sont bien plus étranges que nos intuitions, et nous sommes maintenant conscients que notre place dans cet océan cosmique est à la fois plus dangereuse et bien plus précieuse que nous le pensions. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, toutes ces découvertes choquantes et ces profondes réflexions philosophiques nous amènent à un seul point. Ce n'était pas seulement un documentaire, c'était un message que l'univers nous a envoyé. Et il est maintenant temps de comprendre ce que ce message signifie. Dans cette vidéo, nous avons vu à quel point l'univers est dangereux et vide. Mais je ne vous ai pas posé la question la plus effrayante. S'il est si grand, pourquoi est-il si silencieux? Il y a des trillions de planètes, mais aucun signal, aucune trace. C'est comme si un grand filtre avait réduit tout le monde au silence. Fracas, dans notre prochain voyage, nous percerons le secret du silence cosmique. Sommes-nous seuls? Êtes-vous prêts